L'un des outils utilisés dans le processus d'effacement de notre histoire est ce que nous appelons les asiles de fous. Si vous ne connaissez pas encore ce sujet, sachez que la plupart des gens, lorsqu'ils pensent aux asiles de fous, ils pensent aux films ou à ce que l'on appelle aujourd'hui les hôpitaux psychiatriques pour les personnes souffrant de troubles mentaux graves. Alors aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu ce sujet. On va appréhender le côté obscur et même caché de ces institutions. Bienvenue sur Mind and Veil. Il y a maintenant plusieurs niveaux à ce sujet. Nous avons le côté obscur qui explique comment ces institutions ne tentent pas de guérir des problèmes de santé d'une manière réelle ou holistique. La principale approche de ces problèmes de santé consiste à les supprimer à l'aide de médicaments, ce qui ne résout pas le fond du problème et dans la plupart des cas l'aggrave. Un thème courant dans les films hollywoodiens est le côté sombre de ces institutions psychiatriques, le fait d'être sain d'esprit et de ne pas pouvoir s'échapper pour une raison ou une autre. Il se peut que l'institution tente de vous garder en otage pour des raisons expérimentales ou que vous soyez considéré comme fou simplement parce que vous allez à l'encontre de l'ordre établi. Il se peut aussi que vous soyez sain d'esprit, mais que l'institution et le monde extérieur vous perçoivent comme fou à cause de vos croyances, comme les patients schizophrènes qui ont tendance à communiquer avec d'autres mondes. Ces institutions ont une histoire et la plupart de ces anciens asiles sont des bâtiments tartares à l'aspect ancien qui ont été repris et réaffectés. On retrouve la même histoire commune, beaucoup utilisant une terminologie similaire, comme le fait d'avoir été fondé ou établi en 1804 ou en 1820. Et si ces établissements n'avaient pas été créés au cours des années 1800, mais qu'ils avaient été repris à la suite d'une sorte de réinitialisation? Ces dates peuvent être facilement manipulées, mais pour l'essentiel, le plus ancien asile se trouve en Virginie et a été fondé en 1773. La plupart d'entre eux ont donc commencé à apparaître entre 1812 et 1850, à l'époque de la guerre civile. En fait, ils utilisent cela comme une excuse pour justifier la nécessité de créer encore plus d'institutions parce que les gens étaient fous après la guerre et qu'ils avaient besoin de ces institutions comme lieu de refuge. Vous voyez que l'histoire essaie de dépeindre ces asiles sous un jour positif. Mais que se passerait-il si en fait c'était tout le contraire? Pour comprendre cela, assurez-vous d'avoir vu les autres vidéos sur Tartaria expliquées, y compris celle sur la guerre civile qui n'avait rien à voir avec l'esclavage et qui était en fait un mouvement de pouvoir de l'ancien monde vers la nouvelle Kabbale qui avait pris temporairement le dessus. On pense que les canons ont été utilisés pour détruire les bâtiments de l'ancien monde et les richesses accumulées en dehors du contrôle des Kabbales. Une fois que nous avons établi cela, nous pouvons voir que l'un des principaux outils pour contrôler ceux qui pourraient résister à la nouvelle réinitialisation, pour s'être opposés à l'ordre établi, ou qui ont encore des souvenirs de la société passée, serait de les jeter dans un asile psychiatrique et de les guérir, entre guillemets, pour s'être opposés à l'ordre établi. Il est intéressant de noter qu'en Angleterre, cela a probablement eu lieu avant d'être transféré en Amérique, mais il existait un appareil spécialement conçu pour contrôler l'esprit et effacer les souvenirs des patients. Comme je l'ai dit, nous devons vraiment commencer par Londres avant de passer aux États-Unis, car cela explique vraiment que cela dure depuis un certain temps et que c'est stratégique. Nous allons nous pencher sur l'hôpital Bethléem ou Bethlehem, car il s'y passe des choses bizarres. Tout d'abord, si vous faites une recherche sur l'hôpital Bethlehem, l'image moderne n'est même pas l'emplacement d'origine. L'emplacement d'origine a été transformé en musée impérial de la guerre. Et chose amusante, Bedlam signifie en fait confusion. Et remarquez que les canons se trouvent juste devant le bâtiment, comme pour dire que ces institutions ont créé la confusion et effacé l'ancien monde. Mais si on se penche sur l'histoire de ce lieu, les choses deviennent encore plus étranges. Le musée impérial de la guerre n'est donc pas le premier emplacement du bâtiment. L'hôpital a été fondé en 1247 et n'a jamais été destiné à être un hôpital. Il a été conçu à l'origine comme une institution destinée à soutenir l'Église des croisés et à relier l'Angleterre à la Terre sainte. De 1200 à 1600, on nous raconte l'histoire de cet endroit qui servait d'hôpital médiéval pour les nécessiteux. Dans les années 1600, on assiste à une évolution du système médiéval où chaque patient est soigné par un médecin gardien vers un nouveau système qui implique essentiellement
un groupe d'aristocrates fortunés qui créent leurs propres hôpitaux, qui seront plus tard qualifiés d'asiles de fous, car leurs méthodes de guérison sont bien trop agressives. Un seul médecin dirigeait l'ensemble de l'institution avec un chirurgien de passage, et des médicaments étaient administrés aux patients afin de les guérir de leur maladie. En fin de compte, il s'agissait d'un régime médical dans lequel les pratiques médicales étaient généralisées à tous les patients. Et le résultat était des pratiques extrêmement violentes qui provoquaient des vomissements et des évacuations intestinales par la force. Nous n'avons que des plans de base de ce bâtiment, mais en 1667, l'hôpital a été déplacé à Moorfields, ce que je trouve très intéressant. Pourquoi l'appelle-t-on Moorfields? Les champs des morts? M-A-U-R-E-S? Ils ont dû déménager dans d'autres bâtiments au fil du temps parce qu'ils ne cessaient de les endommager au point de les rendre irréparables. Et ça n'avait pas vraiment de sens de reconstruire sans cesse des bâtiments à ce niveau-là. Mais oui, Moor est présent dans beaucoup d'architectures anciennes et de noms de villes en Angleterre. Et je trouve cela très intéressant. Mais regardez à quoi ressemblait cet endroit. Je veux dire que c'est assez énorme, n'est-ce pas? Ils essaient de nous dire qu'il ne leur a fallu que 1 an pour le fabriquer, ce qui, si vous voulez mon avis, est complètement faux. Ils ont juste déplacé leurs opérations dans un nouvel endroit et ils ont inventé l'histoire du lieu. Une centaine d'années se sont écoulées et à la fin du XVIIIe siècle, l'hôpital de Moorfields était censé se détériorer avec des sols inégaux, des murs qui se déformaient et un toit qui fuyait. Rappelez-vous que nous avons l'impression qu'ils n'ont pas construit ce bâtiment, mais qu'ils l'ont utilisé pendant 100 ans, y compris pour la prostitution. Et bizarrement, après 100 ans, ils l'ont essentiellement détruit. Et en 1791, un rapport a été envoyé au gouverneur faisant état de 8000 livres de dégâts, ce qui représenterait environ 1,2 million de livres aujourd'hui. Et bien sûr, c'est beaucoup d'argent, mais cela coûterait bien plus cher de construire un bâtiment entièrement nouveau, en particulier celui que nous voyons aujourd'hui avec le musée impérial de la guerre. Quoi qu'il en soit, on dit qu'il était irréparable et on déménagea donc dans les champs de Saint-Georges. Et oui, on veut nous faire croire qu'ils ont fait tout cela à dos de cheval et en charrette. Pourtant aujourd'hui, l'hôpital moderne est si petit que l'on pourrait penser qu'une institution ayant une longue histoire essaierait de la préserver en construisant un beau bâtiment moderne. Ce n'est que l'histoire de cet asile, mais ils ont tous ce thème. Et nous sommes allés dans celui-ci spécifiquement parce qu'il s'y est passé des choses folles. Un certain James Tilly Matthews, courtier en thé à Londres, est le premier cas documenté de schizophrénie. Dans les années 1790, préoccupé par la probabilité d'une guerre entre la Grande-Bretagne et la France, Matthews, qui s'est rendu en France, faisait partie d'une sorte de résistance ou des girondistes qui tentaient de mettre fin à la monarchie. On peut se demander s'il travaillait comme espion pour les Anglais, mais après avoir passé du temps en France, il a été accusé d'être associé à ces girondistes. L'establishment français de l'époque a utilisé toute la lutte contre la terreur comme excuse pour emprisonner ses ennemis et poursuivre son programme de contrôle. Matthews est donc jeté en prison et au bout de 3 ans, les autorités françaises concluent qu'il est fou et le libèrent. De retour à Londres, Matthews écrit 2 lettres à Lord Liverpool, se plaignant de conspirations dirigées contre lui, et au cours d'un débat à la Chambre des communes, il crie à la trahison. Qui sait si c'est tout à fait vrai, mais les autorités l'arrêtent et le placent à l'hôpital Bethlehem en 1797. Après examen, il déclara avoir pris part à des affaires d'État secrètes, en référence à ses efforts en France. Après 10 ans d'hospitalisation, ses amis et sa famille ont demandé sa libération, au motif qu'il n'était pas fou. Matthews a été réexaminé et déclaré saint d'esprit. Ok, c'est là que ça devient vraiment fou. 1 an après sa libération, un homme du nom de John Haslam a publié un livre intitulé Illustrations of Madness, Illustrations de la folie, dans lequel il entendait régler la question de l'équilibre mental de Matthews. Ce livre met fin au débat sur ce qui s'est réellement passé avec Matthews. Il raconte son histoire et le dépeint comme lunatique, même si l'auteur s'efforce de rester impartial. Mais voilà, même si certains éléments de cette histoire peuvent être dus à une certaine forme de schizophrénie, il est probable que celle-ci ait été délibérément provoquée, car il connaissait beaucoup trop d'informations. Et que croyez-vous qu'on lui ait fait subir pendant 10 ans à l'hôpital? Il s'agit donc essentiellement de faire passer ces informations pour de la folie pure, alors qu'elles pourraient avoir un fond de vérité. N'oublions pas qu'à cette époque, les asiles étaient principalement des véhicules de l'État. Matthews croit donc à l'existence d'une bande de criminels et d'espions doués pour la chimie pneumatique.
Cette bande le tourmentait au moyen de rayons émis par une machine appelée Heirloom ou générateur de charge gazeuse. Ils ont placé James Matthews à l'hôpital Bethlehem parce qu'ils connaissaient cette machine de guerre secrète utilisée par ces révolutionnaires français. Donc on peut se demander qui étaient ces révolutionnaires et s'il y a quelque chose d'autre dans cette histoire. Mais pour l'essentiel, 250 ans avant les expériences ratées de lavage de cerveau de la CIA, certains révolutionnaires français avaient créé une machine de contrôle de l'esprit et un rayon de la mort. Ou bien s'agit-il d'une autre révolution organisée, semblable à la révolution bolchevique, qui était une contre-opération? James s'est retrouvé mêlé au milieu, et grâce à sa famille, il s'en est heureusement sorti et nous a laissé la seule connaissance connue de ces dispositifs. Qui sait, ceux-ci pourraient même être plus anciens et expliquer comment de nombreuses autres villes ont été prises en charge dans les coulisses. Mais dans son explication très descriptive de la machine, Matthews explique que ces machines ont été déployées dans tout Londres, secrètement dans des caves. Le métier à tisser était énorme. Il mesurait 7 mètres de haut et était entouré de tonneaux qui alimentaient le corps principal de la machine en gaz nocif par des tuyaux de cuir huilé. Ces gaz provenaient de substances telles que le gaz de l'anus du cheval, le liquide séminal et l'haleine humaine putride. Le métier à tisser pneumatique utilisait des particules d'air chargées magnétiquement qui pouvaient être dirigées vers la victime afin d'induire l'effet de mesmérisme. Bien sûr, nous ne prenons pas le mesmérisme ou le magnétisme animal au sérieux aujourd'hui dans la science moderne, mais ce n'était pas le cas à cette époque, et il existait manifestement une machine avancée capable d'induire ces effets. Qui peut dire que les gens ne peuvent pas faire la même chose avec leur esprit? Mais quoi qu'il en soit, la machine devait être actionnée par un certain nombre de membres qui avaient chacun leur propre nom et leur propre fonction, comme le décrit Matthews. Le corps principal de la machine comportait un certain nombre de touches, de leviers et de cornues en laiton. Ceci servait à moduler le flux d'air chargé magnétiquement qui était émis par la machine. Des séquences habilement combinées des différents leviers et touches pouvaient produire différents types de courants d'air qui pouvaient être dirigés vers les victimes pour les agresser avec tout un arsenal d'effets psychologiques et physiologiques. Il s'agissait essentiellement d'une sorte d'instrument et d'un art, car quelqu'un en jouait comme un piano et changeait magnétiquement le courant d'air dans l'intention de le diriger vers la victime pour l'agresser. L'un de ces effets est appelé kitting. Une idée est introduite de force dans les pensées de la victime qui ondule dans l'intellect pendant des heures. Et la personne assaillie a beau vouloir orienter son esprit vers d'autres sujets, elle se trouve dans l'incapacité de le faire. Ils avaient un effet appelé lobster cracking, qui consistait à augmenter la pression externe de l'atmosphère magnétique entourant la personne agressée, de manière à stagner sa circulation et à provoquer une mort instantanée. Il parle également de l'utilisation de la noix de muscade, qui est connue pour provoquer une réaction psychédélique chez les personnes allergiques. Il y a même des représentations du nombre de commandes dont dispose cette machine. Plusieurs paramètres pour une variété de réglages différents. Et si ce n'était qu'une illusion, comment est-il possible d'avoir une description aussi détaillée de cet appareil? Il y a une raison pour laquelle cette machine n'est pas connue de tous. Et c'est parce que ces appareils ont été utilisés sur des populations tout au long de l'histoire afin de provoquer l'amnésie, de contrôler les récits populaires et de prendre le contrôle des sociétés. S'ils l'ont utilisé politiquement, qui peut dire qu'ils ne l'utilisent pas dans d'autres domaines? Et si cela expliquait la révolution industrielle et toute cette main-d'œuvre bon marché où ces gens travaillaient dans de mauvaises conditions et restaient malgré tout? L'histoire dit qu'ils étaient pauvres et qu'ils étaient obligés de le faire. Mais s'il y avait une sorte d'appareil dans les caves de ces vieilles usines qui induisait des pensées spécifiques, comme être un travailleur acharné parce que vous devez le faire, entre guillemets, il y a un autre aspect de la question que nous aborderons brièvement. En fait, lorsque vous cherchez Influencing Machine, vous obtenez tous ces universitaires éduqués qui concluent que le métier à tisser et d'autres dispositifs de contrôle mental ne sont que des visions de schizophrènes, mais pas seulement, qu'il y a quelque chose de plus profond, que la machine à influencer n'est en fait que l'un des traits communs de la schizophrénie. Je ne dis pas que cela ne peut pas arriver à quelqu'un atteint de schizophrénie, mais je me méfie de l'opinion publique qui pense qu'il s'agit simplement d'hallucinations d'hommes fous.
Tout d'abord, il se trouve que le premier patient schizophrène possède les gravures les plus détaillées de cette machine et que personne à l'époque n'avait discuté de technologie de ce type dans la littérature publique, de sorte qu'il n'était pas possible qu'il ait imaginé cela de nulle part. Il ne s'agissait pas d'un simple délire, mais bien d'un événement influencé, et ce n'était pas seulement le cas de James Matthews. Il y a eu plusieurs cas d'artistes qui ont représenté ces types d'appareils, mais ils sont simplement qualifiés de fous ou ils essaient de décoder cela comme un profond symbolisme philosophique jungien, alors qu'en réalité il peut y avoir plusieurs choses qui se passent, des forces spirituelles qui influencent ces personnes ou des dispositifs physiques qui existent réellement et qui influencent les pensées de leurs victimes. L'idée d'un dispositif de contrôle de l'esprit est manifestement répandue dans notre psychisme. Et bien sûr, on peut adopter l'approche du psychiatre et dire qu'il s'agit d'un aspect de notre subconscient profond ou autre. Et je suis sûre que cela joue un rôle, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Tous les travaux universitaires sur ce sujet tendent à adopter ce point de vue. Mais comme beaucoup d'entre vous le pensent, ces types d'appareils existent depuis je ne sais combien de temps, mais ils ne relèvent pas de la fantaisie et ils existent depuis bien plus longtemps que le simple métier à tisser à air comprimé. Au XVIIIe siècle, on a très probablement tenté de mettre au point un dispositif de mesmérisme ou de contrôle de l'esprit, alors que l'on pensait que l'hypnotisme existait. Cela étant, on pourrait penser que des personnes puissantes auraient cherché à créer un dispositif de contrôle de l'esprit avec les progrès de la technologie et de l'électricité au cours du XVIIIe siècle. Même dans les sociétés anciennes, les psychédéliques et les suggestagènes ont été utilisés pour contrôler l'esprit. Il en est résulté une machine assez simple à construire dont le fonctionnement était avancé et qui travaillait en coulisses, influençant les suggestions du public et contrôlant l'esprit de tous ceux qui s'opposaient à l'ordre établi. Ce dispositif permettrait également de créer une amnésie dans une nouvelle population. Il est intéressant de noter qu'il existe un jeu appelé Amnesia. Vous connaissez probablement Dark Descent, mais il y en a un autre appelé A Machine for Pigs, et un type a tout composé en une seule carte. Et c'est vraiment intéressant. Vous avez le même type de dispositif de métier à tisser à air, et vous voyez ce qui se passe à une échelle de masse avec le produit sortant des usines et une bobine Tesla en arrière-plan qui magnétise également les courants. Il y a vraiment beaucoup de choses étranges dans ce jeu. Vous avez des vieux bâtiments de type tartare et il y a aussi cette chose à propos de l'absinthe qui nous conduit à nouveau au psychédélique. Mais je pense que c'est vraiment étrange, je veux dire que beaucoup de ces illustrations semblent dépeindre une sorte de passé caché, ou peut-être qu'ils savent des choses que nous ne savons pas. Et je voudrais aussi faire un petit clin d'œil à la chaîne de Paul Cook. Il a fait de très bonnes recherches à ce sujet, alors allez voir sa chaîne si vous parlez anglais. Si nous retournons en Amérique en gardant cela à l'esprit, et je veux dire que ce n'est que la surface de ce qui s'est passé tout au long de l'histoire dans ces hôpitaux, la situation devient beaucoup plus sombre, mais pour l'essentiel, nous pouvons déjà commencer à remettre en question le récit derrière ces structures. Le thème étant le même pour la plupart d'entre elles, la narration ne tient pas la route. La plupart de ces asiles sont très grands et leur architecture est très avancée pour l'époque compte tenu des outils dont ils disposaient. En outre, la population était trop peu nombreuse à l'époque pour construire ces structures et nombre d'entre elles ont été construites en quelques années seulement. Rappelons que le premier hôpital général d'Amérique est l'hôpital de Pennsylvanie fondé en 1751. Donc si je comprends bien, ils construisent ces structures massives et ces villes en partant de nulle part. Philadelphie est créée au début des années 1700 et ils ne pensent même pas à créer un hôpital général pendant plus de 50 ans. L'asile le plus ancien est donc le Virginia Eastern Lunatic Asylum, qui n'existe plus aujourd'hui car il a été détruit par un incendie très commode en 1885. D'après les représentations, il s'agit d'un bâtiment de l'Ancien Monde légèrement enterré. Selon cette histoire, la construction de ce bâtiment n'a duré que 2 ans, puisqu'il a été créé en 1771 et que le premier patient a été pris en charge en 1773. Ce n'est qu'en 1841 qu'il est devenu un asile d'aliénés, ce qui est un autre point commun. La plupart de ces établissements ont commencé par être des hôpitaux généraux avant de devenir des asiles dans les années 1800. Le deuxième asile le plus ancien est l'asile de Spring Grove dans le Maryland. Cet hôpital général a vu le jour en 1797, mais ses origines remontent en fait à une institution créée 3 ans plus tôt.
En fait, il s'agissait d'un club d'hommes dirigé par un capitaine de navire nommé Jeremiah Yellow, qui a créé ce qu'il appelait une retraite pour les marins malades à Baltimore, ce qui me semble bizarre. Mais il s'agissait au départ d'un club d'hommes privé qui est ensuite devenu l'hôpital pour les étrangers et les marins. Il semble que l'hôpital ait été financé par le capitaine Yellow et ses associés. L'histoire raconte que ce club s'est transformé en hôpital pour soigner les marins qui souffraient de nombreux problèmes médicaux tels que des maladies nutritionnelles. Ils appelaient de nombreux patients les détenus et il semble qu'il y ait quelque chose d'autre dans cette prétendue retraite. En fait, il pourrait s'agir d'un moyen de contrôler l'esprit des nouveaux arrivants venus par la mer et de les qualifier de fous s'ils ne correspondent pas au récit. À l'époque, les malades mentaux du Maryland étaient qualifiés d'ivrognes ou d'arriérés mentaux. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y avait même pas de mot pour désigner les aliénés, les fous. Peut-être parce que ce terme n'a été utilisé qu'après la réinitialisation. Alors bien sûr, ils ont dû créer ce récit. La côte nord-est abrite les plus anciens ports d'Amérique, du moins au sens classique du terme, c'est-à-dire là où les villes de l'ancien monde ont commencé à être prises d'assaut. Comme nous le savons, il a fallu plus de temps pour établir l'ouest de l'Amérique jusqu'à la fin de la guerre civile. Mais le nord-est doit avoir commencé ses plans de réinitialisation très tôt, en programmant tous les immigrants qui pourraient essayer de se réinstaller. En 1797, l'hôpital s'est donc vu confier une nouvelle mission: accueillir et soigner les lunatiques, c'est-à-dire tous ceux dont le discours ne correspondait pas à la narration officielle. N'oublions pas non plus que l'épidémie de fièvre jaune s'est déclarée à la même époque et je me demande si cela n'a pas été fait intentionnellement. Comme nous comprenons maintenant qu'ils disposaient d'un dispositif de contrôle mental utilisant des courants d'air magnétisés, on peut penser qu'ils savent peut-être comment propager des maladies en utilisant des méthodes similaires. Bien sûr, l'excuse est que les moustiques se reproduisaient dans les zones humides et qu'un climat plus chaud a conduit à un certain nombre de ces épidémies. Cela n'a aucun sens car les Amérindiens n'ont jamais souffert de ces problèmes. Il y a donc certainement quelque chose d'autre à l'origine de toutes ces personnes qui tombent malades et de la nécessité soudaine de créer tous ces hôpitaux de nulle part, qui auraient vraiment dû être construits dès le premier jour dans n'importe quelle ville bien pensée. À moins qu'il n'ait pas eu besoin d'hôpitaux avant cela. Mais ça, c'est une autre boîte de Pandore. En fait, en 1808, l'État a repris le bâtiment et a décidé d'effectuer des réparations pour un montant de 40 000 $, ce qui représentait beaucoup d'argent à l'époque. L'histoire raconte qu'ils ont obtenu cet argent grâce à un groupe de gagnants à la loterie qui ont fait des dons à l'État pour qu'il puisse agrandir l'hôpital. D'accord, c'est logique. C'est alors qu'il devient évident qu'il se passe quelque chose d'autre dans ces bâtiments. En 1813, pendant la guerre de 1812, une admission à l'hôpital de la ville pouvait être ordonnée ou autorisée par le chancelier d'une entité connue sous le nom de Chancery Court. En tant que chef de cette cour, le chancelier avait le pouvoir d'interner dans l'établissement les personnes désignées par la loi comme lunatiques, idiots ou aliénés, acte de 1813. Ainsi, 10 ans après la création de cet hôpital lancé et financé par un boys club, l'État prend le relais et adopte une loi qui lui permet de placer toute personne qu'il juge folle dans un asile psychiatrique. Le capitaine Yellow, ayant manifestement des liens avec l'État, ils étaient de mèche et il a simplement financé l'hôpital. Et ceci n'est qu'un exemple, le deuxième plus ancien en fait. Mais vous devez réfléchir, ces asiles ont commencé à partir de nulle part dans cette région à cette époque. Et je veux dire beaucoup d'asiles. Et la réponse est à cause de la fièvre jaune, de la guerre civile et de la syphilis. Mais comme nous avons examiné la face cachée des choses, nous voyons qu'il y a peut-être un agenda en jeu. Toutes ces histoires de ces hôpitaux ne nous donnent pas toute la vérité. Je veux dire, il suffit de consulter le registre de l'hôpital pour aliénés West Virginia Hospital où l'on trouve une liste des motifs d'admission dans l'établissement. Ces gens-là n'étaient pas des rigolos. Et écoutez celle-ci, c'est assez fou. Si vous n'avez plus d'argent et que vous êtes devenu sans-abri, si vous avez eu des problèmes commerciaux, si un cheval vous a donné un coup de pied dans la tête, ok, je suppose que c'était assez courant à l'époque, des problèmes de femme imaginaire, une vie immorale, mais bon, on ne sait pas trop ce que ça peut signifier, l'emprisonnement, ok, c'est un peu effrayant, si vous avez vos propres croyances religieuses, si vous êtes une femme avec vos propres croyances, alors vous serez envoyé dans un asile. Du mauvais whisky, lire une nouvelle,
Ces institutions ne se soucient pas de votre santé, elles n'ont pas été conçues dans ce but. Ces établissements sont des outils de l'État destinés à contrôler une société en fonction de ce que les contrôleurs jugent approprié. Si vous étudiez trop la religion, ils vous envoient dans une institution. Des capacités intellectuelles trop importantes. Si vous étiez trop intelligent, ils vous attrapaient. Oh, et regardez ça. Et vous pouviez y être envoyé pour des raisons politiques, comme c'est pratique. La liste est longue, je ne vais pas la passer en revue, mais elle est absolument insensée. Par exemple, l'égoïsme, mais comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Si quelqu'un se montre arrogant, on le jette dans un asile d'aliénés. En fait, ils vous envoyaient dans un asile pour à peu près n'importe quelle raison qui leur paraissait correcte. Je veux dire par là qu'il suffit de regarder certains de ces asiles. Ils ont un aspect très ancien. Et vous savez, il n'est pas communément admis que les châteaux sont en Amérique. Mais beaucoup de ces vieux asiles et de ces vieilles prisons sont littéralement comme ça. Ils ne sont simplement pas appelés des châteaux et nous ne les avons jamais regardés autrement. Nombre de ces anciens asiles partagent ce que l'on appelle le plan Kirkbride, qui est un système de conception d'asile psychiatrique préconisé par le psychiatre américain Thomas Kirkbride. C'est l'explication qu'il donne sur la raison pour laquelle nombre de ces bâtiments ont des conceptions similaires, mais se pourrait-il qu'il s'agisse en fait de structures plus anciennes, beaucoup d'entre elles contenant des tunnels souterrains et semblant avoir des fenêtres inondées par la boue? Un bon exemple est l'asile de Rockwood, qui doit d'abord être considéré comme le pénitencier de Kingston, qui, si l'on regarde quelques photos, a l'air très ancien. L'histoire raconte que le pénitencier de Kingston était en veille de détenus médicalement malades et criminellement aliénés. Donc pour résoudre ce problème, l'asile a été construit sur les rives du lac Ontario à proximité du pénitencier construit par les prisonniers eux-mêmes. Ça n'a aucun sens. Mais nous sommes censés croire que, d'une manière ou d'une autre, ils ont fait en sorte que ces détenus fous construisent un asile pour eux-mêmes. Et où d'ailleurs, dans l'asile de Rockwood, on faisait littéralement porter aux gens des uniformes portant l'étiquette lunatique. Et il était également courant de percer directement le crâne. Alors, je veux dire, oui, c'est sûr qu'ils étaient très excités de construire cet asile. Et donc, les fous ont les compétences nécessaires pour construire une telle architecture. Et je vous recommande vivement d'aller voir le travail de la chaîne There's No Place Like Home, qui contient une excellente vidéo sur ce sujet. Et elle voit la même chose dans l'asile d'aliénés de Toronto. En fait, pendant toute cette période du 19e, l'État a pris sur lui de s'occuper de tous ceux qu'il considérait comme gravement aliénés. Et comme je viens de vous montrer une liste, vous pouvez imaginer comment cela pouvait vraiment mal tourner. Le bâtiment de Toronto a la même structure de dôme avec des escaliers qui mènent à l'entrée, des fenêtres inondées de boue et qui ressemble à un bâtiment tartare typique. Un autre bon exemple est l'hôpital d'État de Traverse City, qui a un aspect extrêmement victorien et qui donne une impression assez effrayante. Mais on veut nous faire croire qu'il a été construit en 1880 à Traverse City, dans le Michigan, alors que la population de l'époque était inférieure à 2000 habitants. Pourquoi aurait-il besoin d'un hôpital aussi grand? En effet, l'État utilisait ces bâtiments pour contrôler la population. Et il se servait de bâtiments anciens pour créer ces institutions, car il ne disposait pas du budget ou des outils nécessaires pour créer des structures aussi détaillées. Je ne connaissais pas cet hôpital jusqu'à récemment, mais le plus vieil hôpital encore en activité est le Napa State Hospital en Californie, fondé en 1872. Il a des vibrations très étranges et il est immense. À l'origine, il était autosuffisant et possédait ses propres élevages de vaches laitières et de volailles, ses potagers, ses vergers et autres exploitations agricoles. C'était en fait une ville à part entière située dans le nord de la Californie. Aussi, ces installations sont assez folles et celle-ci en particulier n'est pas une installation ordinaire. Il s'agit de bâtiments de haute sécurité. Tous ceux qui y pénètrent passent par de multiples portes, des détecteurs de métaux et des portiques verrouillés. Chose étrange, il ne ressemble plus du tout à ce qu'il était dans le passé. Mais il est toujours dans la vallée et séparé en différentes unités. Je suppose qu'ils utilisent encore des parties du bâtiment. Les expositions universelles en sont l'illustration. Et bien sûr, à San Francisco, ils ont détruit tous ces bâtiments qui avaient exactement la même architecture sans aucune raison. Un autre exemple est l'hôpital psychiatrique Greystone Park, ou ce qui s'appelait à l'origine l'asile d'État pour les aliénés de Morristown. Il s'agit en fait d'une ville entière qui a été la plus grande structure des États-Unis depuis sa construction jusqu'à ce qu'elle soit surpassée par le Pentagone. Elle avait une superficie de plus de 200 000 m². Voyons maintenant quelques pénitenciers. Le pénitencier de l'État de l'Est ressemble à un château.
il a littéralement des gargouilles. Mais encore une fois, nous ne pensons pas normalement qu'il y a des châteaux en Amérique. Mais c'est simplement parce qu'on nous a donné des bâtiments avec des histoires inventées. Et nos yeux sont habitués à ne percevoir ces structures que comme des bâtiments gouvernementaux ou des prisons ou même des universités. Elles ont toutes la même histoire, celle d'avoir été construites au hasard au début des années 1800. Alors pourquoi vouloir donner à une prison une allure aussi sophistiquée? Est-ce la manière la plus efficace de construire une telle structure avec les outils et les ressources disponibles à l'époque? Je veux dire par là que nous ne construisons même pas quelque chose de similaire aujourd'hui. Le pénitencier de l'État du Kentucky à Eddyville est surnommé le château sur le Cumberland, et je pense qu'une autre raison pour laquelle ces bâtiments sont des châteaux est qu'ils ont très probablement été modifiés et que certains sommets ont été détruits. Nous ne voyons pas l'ensemble du bâtiment. Et si on le voyait dans son intégralité, nous verrions clairement qu'il n'a pas été conçu pour être une prison. De plus, la population d'Eddyville en 1880 était inférieure à 500 personnes. Il n'y a donc aucune raison de construire une prison aussi massive. Et je veux dire, imaginez si elle avait des clochers. Ça semble tout à fait inapproprié pour ce type de lieu et cette période. Le pénitencier de l'État d'Anamosa présente également une architecture victorienne unique en son genre dans l'Iowa. Si l'on considère la population de l'époque, elle était inférieure à 3000 habitants en 1900, ce qui une fois de plus ne colle pas. La prison d'État du Tennessee est tout simplement démente. Elle me rappelle en fait beaucoup Biltmore, mais celui-ci est probablement davantage lié aux nombreuses demeures de l'Ancien Monde. Et petite surprise, on a quelque chose qui arrive bientôt à ce sujet, et quelque chose d'assez énorme. Mais revenons à notre sujet. La prison du Tennessee a été fondée en 1832, mais comme dans toutes ces histoires, pour une raison ou une autre, ils décident toujours de déplacer le bâtiment vers un nouvel emplacement. Et il a été brûlé ou irréparable, et puis ils viennent avec ces nouveaux plans pour une architecture gothique. La construction est censée s'être achevée en 1898. On a l'impression qu'il s'agit de structures réaffectées. Ça semble trop déplacé et il paraît inutile de dépenser autant d'argent pour des bâtiments qui ne dureront même pas 100 ans. Les asiles et les prisons étaient considérés comme la même chose avant l'arrivée des hôpitaux psychiatriques. Et les écoles ont adopté une approche similaire avec l'apprentissage obligatoire et toute initiative visant à créer une société de travailleurs et non de penseurs. Ces bâtiments anciens ont donc été transformés en établissements d'enseignement supérieur. Harvard, William and Mary, Columbia University, l'Université de Yale, Princeton, St. John's College, Moravian University, Dartmouth College, l'Université de Saint-Joseph. Ces bâtiments et châteaux ont été sous nos yeux pendant tout ce temps. Ce sont des bâtiments du vieux monde contrôlés par le gouvernement qui ont été réaffectés comme des armes de contrôle de l'esprit. Chacun de ces collèges a sa propre histoire étrange qui ne tient pas la route, mais nous devons garder cela pour une autre vidéo. En attendant, nous espérons que vous avez apprécié celle-ci. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à parler de nous à vos amis, car ça nous aide vraiment à faire grandir cette communauté. Et si vous voulez rejoindre notre Discord, vous trouverez le lien dans la description. J'espère que vous resterez tous curieux et tout ce que nous pouvons espérer, c'est que nos esprits soient enfin dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?